Vous avez des filles? 3, 3. oui. Quel âge ont-elles? 26 ans, 13 ans et 5 ans. Si celle qui a 13 ans venait vous voir dans 5 ans à peu près et vous disait « Maman, je voudrais épouser un noir », est-ce que ça vous gênerait? Ça me gênerait beaucoup et ça ne me plairait pas. Pourquoi? Parce que j'estime que chaque race doit rester entre elles. Réellement, ça ne me plairait pas du tout. Maintenant, si c'était son désir, je laisserais faire. Vous discuteriez un peu avec elle? Oui, quand même. certainement. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais, c'est pas sa place, premièrement. Je n'aime pas ça pour moi personnellement, et je pense que pour elle, ça n'irait pas, ça pourrait la gêner dans son avenir. Non, je m'y opposerai parce que j'ai un frère qui est dans l'aviation belge qui a été tué par les Noirs au Congo au mois de juillet. Alors le fait là, ça me laisse toujours un souvenir, je vous dirais, désagréable. Est-ce que vous estimez que vous êtes raciste? Non, je ne suis pas raciste et je trouve que tout ce qui se passe maintenant, je suis d'avis de mettre les Blancs avec les Noirs dans les écoles. Je ne trouve pas qu'il faut les traiter comme des bêtes et les torturer parce qu'ils sont noirs. Parce que malgré tout, ils n'y peuvent rien. Moi, je ne suis pas raciste. Vous n'êtes pas raciste? Pas du tout. Pas tout à fait, non, mais j'estime que chacun doit rester à sa place. Est-ce que vous considérez qu'il y a un problème juif en France? Oh, je crois que le problème juif est un problème mondial actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, moi personnellement, je ne suis pas suffisamment peut-être à la hauteur pour le juger, mais je ne les apprécie pas beaucoup. Je ne leur ferai aucun mal, si vous voulez, mais enfin, autant j'aimerais pas que mon fils épouse un noir, mais je ne verrais pas d'un très bon gré s'il épousait une juive. Est-ce que vous estimez qu'il y a un problème juif? Ça, il a toujours existé. Sous quelle forme? Il y a eu des divergences d'idées, il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Moi-même, je vous dis, j'estime que chacun doit rester à sa place, en point c'est tout. Et que les juifs ne sont pas comme les autres? En plus les sont juifs que différents. les noirs, chacun doit rester chez lui. On a peut-être un peu plus de place en France pour élever nos enfants. C'est au nom de ces principes que se font les croisades, les guerres de religion, les massacres de population. Ne pas croire à l'égalité des races, c'est justifier par avance la persécution et le génocide. Classer les êtres humains, ce n'est pas en soi un problème. Considérer qu'il y a des variétés, c'est quasiment une évidence. Donc ça devient problématique certainement au XIXe siècle avec le concept d'évolution et de sélection naturelle. C'est-à-dire que dans l'esprit de Darwin lui-même, mais ensuite des darwiniens, il y a cette idée que les hommes blancs sont les derniers arrivés sur Terre comme résultat d'une sélection naturelle. Et dans l'idée de Darwin, la sélection naturelle, c'est la victoire des plus aptes. Donc on trouve déjà chez Darwin l'idée que les Américains sont une nation puissante parce que ce sont les meilleurs d'Europe qui sont venus s'installer en Europe. Donc il y a eu une sélection naturelle de cette manière-là. Et il considère que déjà si la situation de son époque où les Européens dominent le monde, se retrouve dans le monde entier, c'est déjà la preuve de la sélection naturelle en marche. Et il imagine qu'à terme, dans quelques siècles, l'ensemble des races inférieures, des races sauvages, dit-il, seront éliminées d'elles-mêmes par la sélection naturelle et les Européens vont dominer le monde partout, ils vont se multiplier et occuper l'ensemble de la planète par sélection naturelle. Donc ça, c'est à partir du moment où on commence à dire cela, c'est ce que beaucoup d'historiens considèrent comme l'émergence du racisme scientifique. C'est-à-dire l'idée qu'on fonde la hiérarchie des races sur un raisonnement scientifique. Et dans cet esprit-là, les Européens sont tout en haut, les Noirs tout en bas, et les Asiatiques intermédiaires, et les Juifs ont un statut particulier, parce que selon les savants, soit c'est considéré comme appartenant à la race asiatique, au monde asiatique, ou c'est aussi considéré parfois par certains auteurs comme étant le résultat d'un mélange, donc d'Africains, d'Asiatiques, etc. Donc aussi considéré comme intermédiaire entre les meilleurs, les Blancs, et particulièrement les meilleurs des meilleurs, les Aryens, pour aller vite, et les Noirs qui sont quasiment proches, eux, des chimpanzés, du singe, enfin des primates. Mais dans certains cas, certains auteurs considèrent que les Juifs ne sont pas cela, ils sont autre chose. Ils sont eux aussi une race supérieure, résultat d'une longue sélection. Mais une sélection qui n'a pas choisi les mêmes qualités, les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire les Aryens ce qui a été sélectionné chez les Aryens, c'est
leur qualité d'aventurier, leur qualité intellectuelle, de créativité, artistique, scientifique, etc. Alors que chez les Juifs, ce qui a été sélectionné, c'est la roublardise, le mensonge, la tricherie, l'amour de l'argent. Et donc, comme ce sont deux races, dans ces cas-là, quand les auteurs défendent cette idée-là, comme ce sont deux races, entre guillemets, quasi identiques du point de vue de la supériorité, le combat est à mort. Le combat est à mort pour dominer le monde. Un peu comme dans la biologie, on considère que lorsque deux espèces occupent la même niche écologique, c'est là qu'elles sont le plus en concurrence. Et bien, c'est un peu cette idée-là qui est reprise, c'est-à-dire les Aryens et les Juifs sont en concurrence fondamentale, définitive, parce qu'ils sont tous les deux en combat pour dominer le monde. C'est ça qui va effectivement servir de socle idéologique au nazisme. Mais il y a déjà eu toute cette préparation de l'idée que c'était la race pure, indo-germaine, c'est la race germanique la plus authentique. Alors on trouve aussi le mot arien qui vient d'une espèce d'incompréhension des plus anciens textes de l'Inde, les textes dits védiques, qui parlent souvent d'une lutte entre les nobles, les aristocrates, qui sont les Aryas, et ils se battent contre leurs ennemis, qui sont les Daisya, qui sont plutôt petits, noireaux, fourbes, etc. Mais si on regarde de plus près, les Daisya, des fois, ils ont aussi 3 têtes, ce qui n'est pas une description anthropologique très satisfaisante, mais c'est donc ce qui va être gardé. Dans Mein Kampf, Hitler dit les Aryens, Aryen, Arish pour Aryens, et le régime de Vichy va garder ça pour sa politique raciale. Donc finalement, les nazis n'ont rien inventé, notamment dans Mein Kampf, on retrouve toutes ces idées-là, hein, qui sont des reprises, hein, il n'y a rien de nouveau. Et entre les textes de Darwin, que ce soit l'origine des espèces ou de la descendance de l'homme, où il y a une évolution de la vision darwinienne du départ, qui était que la sélection naturelle se faisait entre individus, alors que dans la descendance de l'homme, qui est une vingtaine d'années après, Darwin parle d'opposition, de lutte de sélection naturelle entre groupes humains, entre communautés, entre tribus et entre races, hein, pour expliquer l'origine de la sociabilité, de la culture, des valeurs morales, de l'intellectualisme. Donc, entre ces propos que l'on trouve dans la descendance de l'homme et les discours hitlériens, on trouve un très grand nombre d'auteurs qui reprennent ce genre d'idées, que ce soit des historiens, des géographes, des philosophes, etc., et des biologistes, bien sûr. Par exemple, pour les historiens, ils vont vous expliquer que l'ensemble de l'histoire humaine n'est qu'une lutte de race, hein, et on va voir un grand nombre d'historiens et de philosophes aussi défendre l'idée que la guerre est une très bonne chose. Sans guerre, il n'y aurait pas eu la civilisation, il n'y aurait pas eu le développement intellectuel, le développement culturel, etc., artistique, etc. On trouve chez les géographes, notamment, l'idée de Lebensraum, de la nécessité pour un peuple d'avoir un espace vital, et qu'il est logique qu'il y ait des affrontements entre le peuple pour occuper de l'espace. Donc on parle d'ailleurs de géographie darwinienne à l'époque. Et on retrouve ces choses-là, enfin ces idées-là, ces concepts-là, dans les textes nazis, et notamment dans Mein Kampf. On a, à juste titre, on s'est posé la question de fallait-il rééditer Mein Kampf, mais on trouve cela très facilement sur Internet dans la réédition d'auteurs du 19e, du 20e siècle qui défendent ce genre d'idées. Ce qui a beaucoup attiré l'attention des chercheurs, c'est évidemment des exemples extrêmement tragiques comme le nazisme, hein, qui a poussé en fait à l'extrême ces idées d'inégalité des races et qui les a développées en fait dans une variante cultivant l'idée de pureté raciale. Même si en France, par exemple, on a développé l'idée que les Gaulois était une race particulièrement dynamique, intelligente, voilà, tout ce qui s'est greffé autour du mythe gaulois, affirmant la supériorité des Celtes sur les Germains, etc. Ça n'a jamais dérivé vers une obsession de la pureté raciale qui aurait pu consister à dire nous les Gaulois, il faut absolument pas qu'on se mélange, hein, il faut éviter les mélanges pour préserver notre pureté raciale. Ça n'a pas été cultivé. En revanche, on a développé fortement
parce qu'on était à un moment de conquête coloniale, on a donc développé fortement les idées d'inégalité entre les races, entre la race blanche et entre la race jaune et la race noire. Donc ces inégalités entre ces trois grandes races ont permis de justifier la colonisation. Mais à l'intérieur de la race blanche, en France, on n'a jamais affirmé, comme ça a été fait en Allemagne, la supériorité d'un des éléments, parce que de cette race blanche, comme l'ont fait les Allemands en disant les Aryens, la race nordique est supérieure aux autres races. Le discours qui a prospéré sous la Troisième République consistait à dire finalement les mélanges à l'intérieur de ces races européennes, nordiques, alpines et méditerranéennes, sont bénéfiques. La France est une terre d'immigration, il y a eu des mélanges, et les mélanges sont bénéfiques. Les mélanges sont bénéfiques à condition qu'ils se fassent à l'intérieur de la race blanche. En revanche, on était beaucoup plus prudent, voire même totalement opposé à un métissage, pour employer les termes de l'époque, un métissage avec les autres grandes races présentées à l'époque, la race noire et la race jaune. Je crois qu'il ne faut pas mêler les races. Pourquoi? Parce que je crois que on met au monde des individus qui sont détestés des Noirs et détestés des Blancs. Je crois que le métis n'est pas une chose à souhaiter. Il y aurait une France pure avec des Français purs qui n'auraient aucun rapport avec l'extérieur, mais en même temps que cette pureté serait sans cesse menacée par l'extérieur, par le danger, par les barbares. Et donc on va vivre sans arrêt à la fois dans l'idée mythique qu'avant, c'était mieux avant et avant on était pur, et dans le présent qu'on vit sous la menace de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, des éléments impurs qui ont pénétré notre organisme et qui risquent de le détruire. Cette métaphore de la maladie était très, très présente dans le nazisme, dans l'antisémitisme, etc. L'eugénisme, c'est un terme qu'a utilisé Galton. Donc eugénisme, ça veut dire favoriser les bonnes naissances. Galton et les gens qui vont le suivre considèrent que la société moderne européenne ne permet plus la sélection naturelle, à cause de la médecine, à cause de la vision culturelle des Lumières, où le christianisme protège les plus faibles, les pauvres, les handicapés mentaux, les handicapés physiques, et donc il n'y a plus de sélection naturelle. Et ça va amener à la dégénérescence de l'humanité, et ça va amener à la fin de l'humanité et de la civilisation, pour ces gens-là. Et donc, ils défendent l'idée d'une intervention politique pour sélectionner l'espèce humaine, alors que ça soit au niveau global, mais au niveau de chaque pays. Il faut que les Américains aient une politique de sélection du peuple américain, par exemple, en protégeant vis-à-vis de l'arrivée des étrangers, de sélectionner les bons étrangers, ceux de qualité. Ça veut dire aussi faire en sorte que les asociaux, puisqu'on élargit très largement la notion de personnes faibles, non aptes, non civilisées, les asociaux, les malades mentaux, les malades physiques, etc. Donc on fait des études sur des groupes humains, par exemple, il y a beaucoup d'exemples de ce genre, où on étudie des groupes humains, des familles, et on les classe comme étant des familles qu'il faut éviter qu'elles se multiplient. Alors il y a toutes sortes de lois, il y a des lois de stérilisation, il y a des lois où on empêche les femmes, on les enferme pour jusqu'à la ménopause, par exemple. Voilà, donc c'est ça l'eugénisme. Alors par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'hygiène raciale, ça se complète. C'est-à-dire que la différence, c'est que l'hygiène raciale, c'est avant tout la protection de la race vis-à-vis de l'extérieur, alors que l'eugénisme, c'est surtout l'amélioration interne à un peuple, à une race. On retrouvera ça chez Himmler. Himmler dit clairement qu'après la guerre, qu'il prévoit donc dans les années 50, donc ça, dans les années, il dit ça à peu près dans les années autour de 1940 de mémoire. Il dit qu'une fois qu'on aura éliminé les Slaves, les Juifs, etc., il faudra s'occuper du peuple allemand. Il faudra sélectionner à l'intérieur du peuple allemand, d'une manière rigoureuse. Donc ces deux éléments, faire en sorte d'améliorer le peuple en son sein et le fait de protéger la race germaine, qui est la meilleure des races,
On retrouve ça chez de très nombreux auteurs racistes, nazis, proches des nazis, ou avant eux. Hans Günther, par exemple. On a pas mal parlé de l'eugénisme, et je dirais que le génocide est, je dirais, au collectif, ce que l'eugénisme est en quelque sorte à la société. Les génocides, c'est quoi? C'est l'idée tout simplement qu'il existe des peuples de trop sur Terre qui ne valent pas la peine d'être conservés, tout simplement. C'est un peu exactement comme l'eugénisme. C'est-à-dire, quel intérêt d'avoir un handicapé et quel intérêt d'avoir des Bushman, etc., des Hottentots. Ce sont des gens qui participent peut-être plus de l'animalité que de l'espèce humaine. Et donc, l'homme blanc a presque le devoir, en fait, en quelque sorte, soit de civiliser ceux qu'ils peuvent, soit tout simplement débarrasser l'humanité de ses déchets. Et donc, voilà. Alors, les génocides s'inscrivent dans cette perspective-là. Alors, encore une fois, c'est un mot calvaudé. On a tendance pratiquement à décrire tout crime contre l'humanité ou toute violence coloniale de génocide. Non. Je suis de ces historiens qui réservent ce mot à quelques événements très particuliers de l'histoire de la modernité, puisque c'est quand même un concept moderne. Et je dirais que pour moi, le premier génocide date de 1904, c'est le génocide des Herero, lorsque justement l'Allemagne s'implante difficilement en Afrique, et notamment dans ce qui est aujourd'hui la Namibie, dans le Sud-Ouest africain, et où elle découvre des populations qui ne veulent pas effectivement céder forcément leur territoire, et qui en arrivent finalement à un fameux Vernichtungsbefehl, un ordre d'extermination qui voit la population Herero et celle des Nama disparaître en l'espace d'1 à 2 années. Et on est là dans des chiffres peut-être pas très importants, on parle de 80 000 morts, mais 80 000 morts sur une population totale de 100 000. Alors les Herero qui constituaient 40% de la population namibienne avec les Hama, aujourd'hui constituent 7%. Donc c'est l'idée selon laquelle effectivement ces gens-là ne méritent pas tout simplement de rester sur ces terres-là et qu'elles doivent être remplacées par des colons allemands qui vont non pas pratiquer l'élevage mais plutôt l'agriculture. Donc on voit bien qu'il y a un avant et un après dans les génocides, ce qui n'est pas le cas pour d'autres crimes contre l'humanité. Et on voit bien que ces génocides, il y a effectivement, comme vous le disiez, des points communs sur des mécanismes, sur des enclenchements. Quel est le rôle, par exemple, de la propagande? Quels sont les boucs émissaires? Quel est le rôle des élites politiques, des élites médiatiques? Et puis, il y a aussi tous les aspects, pardon de l'expression, mais opérationnels. Le génocide des Tutsis au Rwanda, par exemple, qui a fait 1 million de morts, c'est un génocide qui a été organisé, mais qui s'est déroulé avec des moyens très basiques. Je pense que c'est des génocides à la machette, je crois que l'expression a été utilisée par certains chercheurs. Je pense aussi au génocide des Arméniens, aussi, au début du XXe siècle. Donc la façon aussi de transmettre de la mémoire passe par l'utilisation de plusieurs mémoires. Et ça, Jackie Fredge du Mémorial de la Shoah, par exemple, le dit souvent, on a tout intérêt à avoir ces mémoires complémentaires et ces aspects historiques pour mieux faire passer des formes de messages. Donc c'est quelque chose, nous, qu'on soutient évidemment. On cherche vraiment à ce que cette étude des génocides du XXe siècle soit la plus large possible, non pas pour minimiser, non pas pour singulariser, non pas pour tomber sur quelque chose qui serait trop vague, mais bien pour faire ressurgir ces mécanismes politiques et psychologiques et économiques et même sociaux, parce que tout ça évidemment est lié. On va se demander ce qui distingue un génocide, par exemple, d'autres meurtres ou d'autres violences, parce qu'on a tendance à étendre le mot et du coup à le diluer et à ne pas en comprendre la spécificité. Bon, on n'est pas là pour établir une classification des horreurs, meurtre de masse, c'est moins bien, c'est pire, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais d'essayer de comprendre ce qui spécifie l'idéologie génocidaire et de la reconnaître quand elle apparaît, ainsi que toutes ces idéologies de la haine et de la construction dans la langue qui peuvent mener à des violences, voire à un génocide, même si tout ne mène pas à un génocide. Alors, le génocide se distingue dans son intention et ses mécanismes. Et on retrouve dans les grands génocides du siècle, le génocide des Arméniens au début du siècle, la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale, et le génocide des Tutsis au Rwanda, on retrouve des constantes, quelles que soient, malgré la diversité géographique, culturelle et même temporelle.
D'abord, il faut dire qu'un génocide se développe souvent à l'abri ou à l'intérieur d'une guerre. Pour les Arméniens, évidemment pour la Shoah, pour le Rwanda et même pour le Cambodge avec la guerre du Vietnam, parce qu'on ne peut pas isoler le génocide, enfin l'extermination des Khmers du contexte de la guerre du Vietnam, hein, et de toutes les alliances politiques, mais aussi des menaces, avec aussi l'antagonisme entre les Khmers et les Vietnamiens. Il y a donc un contexte de guerre. Contexte de guerre, ça veut dire qu'on est dans un rapport qui s'inscrit dans une culture où il y a un ennemi, dont il faut se défendre. Bon. Seulement, le discours génocidaire, lui, va se servir de ce prétexte-là et de cette culture de guerre pour faire passer l'ennemi de l'extérieur vers la construction d'un ennemi de l'intérieur. Pourquoi une guerre? Parce qu'en général, déjà, la guerre autorise, est déjà un théâtre de violence. Donc, on peut, à l'intérieur de ça, plus facilement procéder à un génocide. Mais aussi parce que pour qu'un génocide ait eu lieu, il faut désigner une population qui va être visée par le génocide. Donc le génocide ne commence pas par des violences. Il commence par des actes, par des écrits et par une torsion du vocabulaire. Comment est-ce qu'il commence? Eh bien, on cible un groupe. Et alors là, le groupe peut être ciblé pour sa race, c'est présumé, pour sa couleur, pour son appartenance à une classe sociale, comme au Cambodge, où c'était pas vraiment un génocide, mais un ethnocide, c'était les lettrés qui avaient des lunettes. Enfin, ça, c'est les génocidaires qui décident de cibler un groupe, suivant une logique qui est absolument pas notre logique, et qui vont commencer à cibler ce groupe qui va être destiné à être détruit. Et on le cible par des qualificatifs et par un phénomène qu'on appelle l'essentialisation. Les politiques, les médias, les intellectuels mettent en place ce mécanisme de catégorisation, de hiérarchisation et aussi d'essentialisation. Et on voit bien comment ces mécanismes se mettent en place dans des contextes politiques différents. Donc vous avez vraiment l'impact des politiques, des médias, des intellectuels et de la société. Et on voit bien qu'il y a deux contextes politiques. On va déboucher sur des sociétés racialisées. Il y a le contexte de domination et le contexte nationaliste. Et après, vous avez l'exemple absolument remarquable qui conjugue les deux, qui est vraiment l'exemple du Rwanda. Donc le Rwanda, vous avez au temps de la colonisation belge, vous avez une catégorisation formelle de deux ethnies, les Hutus et les Tutsis, qui étaient des groupes différents, mais qui échangeaient beaucoup entre eux. Ils étaient légèrement différents, mais avec des échanges. Et là, on a une catégorisation formelle avec des cartes d'identité, etc. Une hiérarchisation. Je pense qu'à cette époque, une essentialisation, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on pensait à cette époque. Et au moment du nationalisme, au moment de l'indépendance, on a une politique nationaliste qui est mise en place, donc qui renverse la hiérarchie et qui pousse jusqu'à l'extermination. Donc là, on est vraiment dans un cas où on a vraiment, je dirais, l'aspect domination et l'aspect nationalisme. Donc on commence d'abord par désigner ces gens, les enfermer dans une néologique qui n'a rien à voir avec la logique commune. Et alors là, on commence à écrire, caricaturer, faire des pamphlets, faire des émissions de radio, faire des expositions. Et ça, on voit très bien tout ça. Chez les nazis, c'était beaucoup d'expositions et de caricatures. Chez les Tutsis, il y avait toutes sortes de faux documents, un pseudo-protocole comme le protocole des sages de Sion qui avait été créé, qui était un faux sous la Russie tsariste. Là, il y a les commandements, soi-disant les commandements des Tutsis pour prendre le pouvoir, contrôler le pays, etc. Il y a une ségrégation et une mise en discours, une espèce de façonnage de la langue, de telle façon que la population cible est peu à peu marginalisée, et peu à peu retirée du corps social, mise en index, stigmatisée, mais elle-même a du mal à déchiffrer ce qui se passe. La montée du processus,
elle est progressive et elle défie, on peut dire, les cadres cognitifs qui nous permettent de saisir de quelle violence il s'agit, qui nous permettent de saisir d'une certaine manière d'avoir des réflexes de résistance. Hein. Bon, sauf pour ceux qui ont des formations politiques, qui eux sont dans un autre rapport avec, on peut dire, avec l'adversaire. Quelquefois, on a aussi tendance, c'est contre cette idée de penser que le génocide, c'est un meurtre spontané. Voilà, une flambée de colère, comme il peut y avoir des meurtres de masse. Pas du tout. C'est pas une flambée de colère, c'est quelque chose qui se prépare très en amont et qui se prépare d'abord dans la langue. Et c'est très important. On pourrait dire qu'un génocide, ça commence dans la langue, mais pas qu'un génocide. C'est-à-dire que cette haine, cette essentialisation, cette spécification, on attribue des traits les plus contraires. Hein. Pour les Juifs, ils étaient à la fois communistes et banquiers, donc contre toute logique. Les Tutsis, les femmes étaient belles, on les mettait dans les lits des hommes, enfin des choses assez délirantes, mais qui deviennent la logique qu'on va insuffler, instiller patiemment dans les populations, pour les préparer, en fait, à l'idée après que ce groupe dangereux, subversif, sournois, doit être éliminé parce que, cette idée toujours, c'est eux ou nous. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne les élimine pas, c'est eux qui vont prendre le contrôle et qui vont nous éliminer. Donc une fois qu'on prépare les gens très patiemment, eh bien, il est plus facile après de commencer les massacres. Il faut cette préparation. C'est-à-dire qu'instiller aux gens, c'est la propagande, quoi. Il faut de la propagande et les génocidaires ont un sens inné de la propagande. Donc, par exemple, l'écrivaine rwandaise Scholastique Mukasonga, dans son premier livre, qui s'appelle Inyenzi ou les cafards, parce qu'Inyenzi en Kinyarwanda, ça veut dire les cafards. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça qu'on désignait les Tutsis. C'était des cafards. On est dans une civilisation agricole. Ils sont des cafards. Et qu'est-ce qu'on fait avec les cafards? Ben, on les élimine. Donc il faut les éliminer. Les éliminer, ça veut dire les tuer. C'est ce qu'on fera. Et alors, on tord le vocabulaire. On prend la langue commune et puis on la tord. On la tord à la fois pour désigner, pour essentialiser, et ensuite, il y a quelque chose de très important, pour cacher. Parce que dans tous les génocides, chaque génocide contient sa négation. C'est-à-dire que le génocide, c'est non seulement éliminer le groupe désigné, mais c'est aussi éliminer la trace de ce qu'ils ont été et éliminer la trace de ce qui leur a été fait. Donc pour faire ça, eh ben, il faudra, comme font les Allemands, pendant l'élimination, pendant la Shoah, parler de Stück, de morceaux au lieu de parler de cadavres, parler de solution finale au lieu de parler d'extermination, etc. Et ça l'a très bien montré déjà Victor Klemperer dans son étude LTI, la langue du Troisième Reich, c'est-à-dire comment les génocidaires au pouvoir tordent la langue. Pendant des années, ils prenaient des notes en ce qui considère le changement de l'allemand qui a été façonné selon le mode de pensée des idéologues nazis. Et donc, il remarque que le procédé essentiel de ce travail est un procédé de désémantisation et de resémantisation des mots, c'est-à-dire l'attribution aux mots du sens nouveau. D'une part, il y a ça, et d'autre part, pour que les mots avec le sens nouveau qui leur a été donné prennent, il faut que ces mots soient matraqués tous les jours. Et donc, en fait, il constate que certains mots dans cette idéologie ont été employés plus fréquemment en un jour que d'autres époques en une année. Pour Hitler, qui expose en détail sa vision du juif, et c'est très important de remarquer l'emploi de l'article défini, dans Mein Kampf, il dit que le juif est une figure allégorique de la pourriture, de la contagion, de la peste, de la vermine. Deux expressions sont utilisées, le petit juif et la peste noire. Et ces expressions renvoient au même concept que l'ennemi absolu à exterminer. Donc les deux expressions expriment le mélange du mépris et de la panique devant une maladie mortelle. Et cette maladie mortelle est appelée le juif. Le juif est un équivalent du diable dans cette idéologie. Et ce n'est pas uniquement une métaphore, c'est aussi un slogan qui est écrit sur les panneaux de la section d'assaut nazi, SA. Celui qui ne connaît pas le juif ne connaît pas le diable.
Ce qui est très intéressant ici, c'est que le juif au singulier, et non pas au pluriel, symbolise et personnifie le mal. Donc c'est une allégorie. Ce mot ne réfère pas à un individu qui appartient à une ethnie. Les nazis ne parlaient pas des ethnies, ils parlaient plutôt des races. Ce mot ne réfère pas à quelqu'un qui appartient à une religion, ni à une culture, ni à une tradition, ni à une histoire. Mais alors ça a des incidences, parce que, par exemple, au Rwanda, les survivants que j'ai pu voir, ne peuvent plus prononcer certains mots sans que ça ait cette connotation du génocide. Par exemple, au Rwanda, on coupe les herbes et on coupe les marais avec la machette. Or, aller couper les mauvaises herbes, ça voulait dire aller tuer du Tutsi. Le travail, il fallait aller au travail. Les gens étaient invités vigoureusement par des milices à tous participer et à aller au travail. Dans la langue commune, quand on va au travail, on va au travail. Là, ça voulait dire aller tuer du Tutsi. Donc, il y a même un terme absolument fou pour vous montrer. Quand on violait une femme, je ne peux pas vous dire le terme en Kinyarwanda, on la libérait. Donc, vous voyez la logique folle, la perversion de la langue. Et cette perversion de la langue, il faut y faire très attention. Parce qu'on n'en est pas exempt, nous non plus. On peut se dire, tout ne débouche pas sur un génocide, c'était loin, c'est pas chez nous, etc. Mais quand on commence à qualifier, à essentialiser et à euphémiser, c'est-à-dire, au fond, là, c'est de l'euphémisation. On va travailler, on va éliminer les cafards, c'est une manière de masquer. Eh bien, on peut se dire, déjà, il faut faire attention. Cette néolangue, ou ces essentialisations, sont des choses extrêmement graves, parce qu'elles préparent la population à bafouer, le jour venu, tous les interdits fondamentaux, dont le principal interdit, évidemment, l'interdit du meurtre. Ça pose un autre problème après, au niveau de la transmission. On peut dire la transmission qui va être d'ordre culturel. Hein. Bon, je ne suis pas qualifié pour parler à un niveau psychologique, mais et de la représentation. Parce que qu'est-ce qui se passe avec au moment de on ne va pas parler de la libération des camps, mais en tout cas, entre guillemets, en tout cas, parce qu'il n'y a aucun camp n'a été un objectif stratégique pour être libéré. Mais il se passe que les photographies, les films qui sont faits, bon, la plupart du temps, alors vous avez des reporters, mais vous avez aussi des photographes militaires et puis des cinéastes militaires. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils vont filmer? Ils vont filmer ce qu'il y a. Ils vont filmer ce qu'il y a, ils vont filmer les charniers à Bergen-Belsen et à Nordhof, ils vont filmer les soviétiques qui arrivent, vont évidemment filmer ceux qui qui sont restés à Auschwitz, que ce soit Auschwitz I ou à Birkenau, ils vont filmer, ils vont voir les cadavres, hein, mais évidemment tout le processus des chambres à gaz, tout le processus qui faisait que des chambres à gaz, après, il y avait l'incinération, et l'incinération, les cendres étaient dispersées dans la vistule, ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. Hein, ça ne peut en attester que des témoignages. Hein. Les chambres à gaz ont été dynamitées, donc vous avez des ruines. Les archives ont été brûlées, et en plus les camps ont été évacués, pour qu'il ne reste absolument plus aucune trace. Même, vous avez une opération qu'on appelait aussi Sonderkommando 1005, où pendant un certain temps, un premier moment d'extermination, des corps avaient été, y compris sur l'Est, enfouis dans des fosses. Et que ce soit à l'Est, ou que sur le front de l'Est, ou que ce soit à Sobibor ou à Treblinka, la telle quantité de corps, avec la purulence, causait des problèmes sanitaires. Et donc on a sorti les corps des fosses, enfin sorti, c'était des déportés qui étaient assignés à cette tâche, pour les brûler. Donc même les fosses ont été, par cette opération, hein, on peut dire vidées et les corps éliminés. Il fallait absolument tout éliminer, hein, c'est-à-dire que, y compris les os qu'on passait à la broyeuse. Hein, de façon à les réduire en poussière. Donc ne garder aucune trace, et ces différents camps de l'action Reinhardt, donc action d'extermination, ont été purement et simplement rayés de la carte. Mais on peut se demander comment une société et un groupe qui a vécu cela, comment est-ce qu'il va vivre après, comment va s'opérer la transmission,
comment va s'opérer la filiation, puisqu'un génocide, c'est une attaque de la filiation. C'est une attaque, non pas des gens qui se trouvent là qu'on va massacrer, mais il s'agit d'éradiquer. Donc il faut éradiquer 3 générations simultanément, et même les générations à venir. C'est-à-dire les enfants dans le ventre de leur mère. Donc, puisqu'on veut éradiquer, et on veut éradiquer aussi la culture, les croyances, la trace du fait qu'il y a eu des gens comme ça sur la Terre. Donc on met des moyens tout à fait importants, d'ailleurs. C'est tellement illogique que je voudrais quand même revenir à ça, ce que je n'avais pas dit, que par exemple, pendant la guerre, les Allemands, au lieu de tout mettre sur le front de l'Est, ont préféré mettre des trains, mettre des gens pour aller déporter en 1944, où ils savaient qu'ils étaient déjà quand même en très mauvaise posture, pour aller chercher les Juifs hongrois, les déporter et les gazer à Auschwitz. Ce qui, du point de vue logique et du point de vue de la guerre, quand un pays est en guerre, il doit mettre l'effort de guerre là où c'est. Mais je me souviens, j'ai un ami, Yves Ternon, qui est un grand spécialiste des génocides, un historien, qui me raconte qu'il est arrivé au nord de la Finlande, je crois, il voit dans un patelin, il voit une petite stèle qui mentionne une famille juive, une petite famille, 4-5 personnes avec des enfants en bas âge, qui ont été déportés. Ça veut dire qu'on a mis des moyens pour amener un train ou des moyens pour tuer cette petite famille, pour l'éliminer de la surface de la Terre. Parce que, à la différence du meurtre de masse, on ne tue pas ceux qui sont là, il s'agit d'éliminer toute trace de ce qui s'est d'une peuplade, enfin de gens, et toute trace aussi de ce qui s'est passé. D'où l'euphémisation. Il ne s'agit pas de mettre, on va tuer tous les Juifs, vous ne trouverez pas de documents comme ça chez les Allemands. Au Rwanda, on le trouve plus. Mais alors, il y a la thèse négationniste, c'est la thèse du double génocide. Oui, bien sûr, il y a eu des massacres. Les Tutsis ont massacré les Hutus et les Hutus ont massacré les Tutsis. Sauf qu'il y a eu des massacres dans les années d'avant où il y avait des représailles, mais qu'au moment du génocide de 1994, qui s'est passé en 3 mois, il y a eu près d'1 million de victimes Tutsis. Donc, on a tué beaucoup de gens. Et là, ce n'était pas les Tutsis et les Hutus. C'était les Tutsis qui étaient visés. On s'est trompé en pensant que utiliser la Shoah, la mémoire de la Shoah, comme rempart contre la montée de l'extrême droite dans un premier temps, et puis de manière plus générale, un rempart contre le racisme, pouvait fonctionner. On a fait de la manière dont on a abordé la Shoah, on en a fait une question morale au sens moralisante. Comme si montrer ce que le mal pouvait faire était un remède contre le retour du mal, ou contre le retour de la bête, comme on dit. On voit bien que tout cela n'a pas de sens, que tout cela ne fonctionne pas. J'ai une petite pensée aujourd'hui pour Moissac, cette commune du Tarn-et-Garonne, où 500 enfants juifs ont été sauvés pendant la guerre, ont été cachés par la population locale, ont été sauvés. Aucun de ces enfants n'a été pris. Et Moissac, aujourd'hui, qui, dimanche dernier, a élu un maire de 31 ans, un maire Rassemblement National, qui a tweeté son soutien à Alain Soral, son admiration pour Alain Soral, et a tweeté des tweets antisémites. Je suis, moi, convaincu que tous les enfants de Moissac, à l'école, apprennent ce qui s'est passé à Moissac pendant la guerre et combien la population a sauvé d'enfants juifs. Je suis convaincu que Moissac s'enorgueillit avec légitimité, avec raison, depuis 1945, d'avoir sauvé 500 enfants juifs. Ça n'empêche absolument pas qu'un maire Rassemblement National soit élu avec plus de 62% des voix le 28 juin 2020. Donc on voit bien la limite, si vous voulez, de l'utilisation de la Shoah et de la mémoire de la Shoah comme rempart à la montée de l'extrême droite. Je pense que c'est un leurre. En revanche, et donc de faire des leçons d'antiracisme à partir de la Shoah, je pense que ça ne fonctionne pas. La Shoah, c'est pas le vade-mecum contre le racisme, en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça. En revanche, faire de l'histoire, expliquer ce que c'est qu'une idéologie, que c'est un système de croyance, expliquer la manière dont les nazis voyaient le monde, comment ils sont arrivés au pouvoir, comment tout cela s'est mis en place, comment le processus génocidaire s'est mis en place, là, cela peut avoir une portée civique et faire comprendre que la démocratie, notre démocratie, aussi imparfaite soit-elle,
est le seul rempart, aujourd'hui, à ma connaissance, contre ce type de processus politique qui peut glisser vers des politiques d'abord d'exclusion, puis ensuite de violence et génocidaires. Donc il faut étudier les processus politiques, étudier l'idéologie, montrer en quoi c'est un système de croyance qui fait sens, s'attarder sur les processus, sur ce qui a rendu possible le génocide, en évitant les leçons de morale moralisantes qui n'ont aucune portée, en évitant d'entrer dans cette histoire par l'émotion, parce qu'une émotion en chasse une autre, et l'émotion, quand elle est trop importante, eh bien, elle empêche de réfléchir, elle empêche de penser, elle empêche de construire une pensée articulée. Est-ce que finalement, la génération qui est ma génération, qui a connu les voyages à Auschwitz, au cinéma, la liste de Schindler, est-ce que finalement le choc émotionnel ne l'a pas emporté sur la connaissance ou la compréhension de ces phénomènes? Ça, c'est un vrai questionnement. C'est un vrai questionnement. Est-ce qu'il ne faut pas faire appel davantage à la raison? Ce que je disais sur les mécanismes psychologiques, politiques ou économiques, ça, c'est une vraie question. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Il y a aussi le rôle de la transmission familiale. C'est vrai qu'à mesure que les grands témoins eh bien, décèdent, ce rôle de la transmission familiale s'affaisse. Donc, ça rend d'autant plus important le rôle de l'école, le rôle des associations qui interviennent aussi dans les écoles. Et il ne faut pas hésiter à comparer ces processus politiques, à comparer avec le génocide des Tutsis au Rwanda, à comparer avec le génocide des Arméniens. Pourquoi pas à répondre aux questions des élèves s'ils nous parlent de tels événements historiques comme selon eux étant un génocide, et dire voilà, oui, en quoi ça pourrait être un génocide ou en quoi ça ne l'est pas. Hein, il ne faut pas éviter ces questions, il ne faut pas sacraliser non plus un événement historique, et donner l'impression que c'est quelque chose de sacré auquel on ne peut pas toucher. Non, c'est un événement historique qui doit être étudié comme un événement historique, en mettant à distance l'approche morale et en mettant aussi à distance, au moins dans un premier temps, l'émotion. Après, rien n'empêche, hein, évidemment, par des lectures, par des images, d'arriver à cette émotion, mais il faut que cette émotion vienne après la réflexion et après la compréhension de ce que sont ces processus et ces événements historiques. Ça me semble extrêmement important. Il faut faire de l'histoire, et faire de l'histoire, dans ce cadre-là en tout cas, c'est d'abord faire de l'histoire politique.